Bonjour à tous, donc comme vous voyez j'ai pris la tenue adaptée pour le coronavirus, n'est-ce pas? Surtout qu'aux États-Unis ils ont tous cette tenue-là, surtout au Texas, et ils sont armés, donc je trouve que la tenue est tout à fait saillante. Et donc nous allons continuer la physique tranquillement. Donc reprenons le principe d'inertie, qu'on appelle aussi la première loi de Newton. Un corps persévère dans son état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite dans lequel il se trouve, à moins que quelque force n'agisse sur lui et ne le contraigne à changer d'état. On peut l'énoncer de manière différente, c'est-à-dire un corps persévère dans son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme, puisqu'il s'agit bien de ça, si les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Donc vous apprenez l'un ou l'autre, peu importe. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que soit un corps est immobile et dans ce cas-là, on a une compensation des forces qui s'exercent sur lui ou pas de force du tout. Mais ça, c'est pas sur Terre. Soit il est en mouvement rectiligne uniforme et il se trouve dans la même situation, c'est-à-dire aucune force ou les forces se compensent. Donc si on regarde un petit peu l'exercice numéro 1 qui était juste un rappel des unités. Donc le poids, ce qu'on appelle le poids d'un. Donc se mesure en Newton, puisque c'est une force, et en tant que telle, elle se mesure en Newton, grâce à un dynamomètre. Hein, c'est comme ça qu'on appelle l'appareil qui mesure la force. Alors vous remarquerez que dans les pèse-personnes, hein, nous avons des espèces de dynamomètres. Hein, ça existe. Hein. Ensuite, vous avez le numéro 2, qui était extrêmement simple également. Numéro 2, on vous dit la force qu'un sportif doit exercer sur les haltères pour les soulever dépend de la masse des haltères. Bah oui, effectivement. Hein. C'est-à-dire que le petit a, bah évidemment, ça dépend de la masse des haltères, puisque on a vu que le poids était proportionnel à la masse. Donc évidemment, ça dépend de la masse des haltères. Le petit b, on vous dit, est d'autant plus faible que la masse des haltères est élevée. Ben non, c'est proportionnel. Hein. Donc comme c'est proportionnel, évidemment, plus la masse est élevée, plus on doit exercer une force. Et évidemment, l'haltérophile, c'est pas une force à distance. Hein. C'est une force de contact. Il faut qu'il prenne les haltères et qu'il les soulève. Bien. On passe rapidement au numéro 11. Vous avez un parachutiste avec des forces. Vous voyez les forces qui sont représentées. Bon. On voit qu'ici, dans le premier cas, il n'y a qu'une seule force qui est le poids. Oui. Et elle n'est pas compensée. Dans le deuxième cas, on a le poids et elle semble compensée par la force de frottement de l'air. En tout cas, si on mesure la longueur des forces, on va trouver 1 cm 5 à peu près pour la force de frottement et 1 cm 5 pour le poids. Donc, dans le cas numéro B, on a les forces qui se compensent. Hein. Les longueurs sont égales, donc ça veut dire que les intensités sont égales. Elles sont opposées, diamétralement opposées, même direction, sens opposé. Donc elles se compensent. Dans le dernier cas, on a, si on mesure, 1,3 à peu près pour le poids et 1 pour la force de frottement. Donc les forces, vous voyez, si
elles partent de ce point-là, les longueurs ne sont pas identiques. Donc elles ne se compensent pas. Donc le seul cas où effectivement les forces se compensent, c'est le cas B, où on voit qu'elles sont diamétralement opposées. Et donc quel va être le mouvement? Alors, on va commencer par le cas B, parce que ça correspond au principe d'inertie. Les forces se compensent. Donc, si je regarde mon cours, ça signifie que soit le parachutiste est immobile, ou, deuxième cas possible, mouvement rectiligne uniforme. C'est ce que me dit le principe d'inertie. Bon, vous voyez bien qu'ici, c'est le deuxième cas qui va s'appliquer. C'est-à-dire que j'ai un mouvement rectiligne uniforme qui va s'appliquer dans ce cas-là. Et effectivement, quand vous avez une chute libre, on le verra, vous avez un moment où les frottements de l'air sont très très importants et vont compenser le poids. Et vous allez tomber avec une vitesse constante. Malheureusement, cette vitesse, vu la masse d'un homme et le poids auquel ça correspond, ne permet pas de survivre. C'est-à-dire qu'on tombe à 200 km/h et donc on n'a aucune chance de s'en tirer. Bien. Pour le cas A et C, on a alors les forces ne se compensent pas. Soit on a une force toute seule, soit elles ne sont pas identiques. Donc ça veut dire que le mouvement n'est pas constant. N'est pas constant. En fait, vous subissez, on subit une accélération. La chute va se faire de plus en plus rapidement. Alors, pour le premier cas, c'est assez compréhensible. Pour le deuxième, par contre, ça l'est un peu moins. En fait, vous avez ici un parachutiste qui descend. Donc, vous avez effectivement une chute momentanée, c'est-à-dire une descente en altitude, qui sera évidemment compensée après parce qu'il va changer l'orientation de son deltaplane, tout simplement. Voilà. Donc, il faut bien retenir le mouvement, le principe d'inertie, qui nous dit qu'il faut que les forces se compensent, sinon ça ne marche pas. Alors, ici, j'avais dit numéro 4, page, etc. Vous n'avez pas dû le trouver. En fait, c'est la question 4 du numéro 12 à la page 182. On vous dit, on vous donne un graphique, on vous dit deux objets de masse sont soulevés par un câble. Bon, le câble exerce une force identique, constante. Et on vous dit, dans les deux cas, la valeur de la force totale exercée sur l'objet est la même. Les deux objets ont-ils la même vitesse au même instant? Laquelle des deux masses est la plus grande? Bon. Vous voyez qu'ici, dans le premier cas, pour l'objet de masse M1, on voit qu'à l'instant T1, il se trouve là. L'instant T2, il est un petit peu plus élevé, 5 mètres. L'instant T3 et T4 à 45 mètres. Bien. Pour l'autre objet, à T1, vous êtes toujours au début. T2, vous êtes 20 mètres. Et T3, vous êtes à 80 mètres. Ça veut dire qu'ici, pour le deuxième objet, la vitesse est plus élevée. Parce que j'ai traversé une distance
beaucoup plus importante dans le même temps. Ça, c'est assez compréhensible. Donc la vitesse étant plus élevée, étant donné que la force est la même, on peut supposer que le premier objet est beaucoup plus lourd. Parce qu'on a beaucoup plus de mal à le soulever. En tout cas, ça va moins vite. Vous voyez ? Si au même instant, on compare où se situent les masses, la première masse se situe à 20 mètres, la deuxième se situe à 20 mètres et la première se situe à 5 mètres. La grue a beaucoup plus de difficultés à soulever le deuxième objet, tout simplement. Ensuite, on avait le numéro 20, voilà, le numéro 20. Le numéro 20, c'était une araignée qui était accrochée à son fil. Alors ici, si on fait le dessin, c'est ce qu'on vous demande d'ailleurs, il faut bien voir un petit peu dans quel cas on se situe. Et on va faire le dessin ensemble. Bien. Donc nous avons notre araignée qui est suspendue à un fil. Si on réfléchit au principe d'inertie et en même temps à la question 1, c'est-à-dire faire l'inventaire des forces. Bon. Vous avez déjà le poids de l'araignée, qui n'est pas bien important, mais néanmoins, on va le mettre. Donc ça, c'est le poids de l'araignée, qui est dirigé vers le bas, dans la direction verticale, et qui a une certaine valeur dont on calculera la quantité tout à l'heure. Bon, si on a que cette force-là, le principe d'inertie nous dit elle n'est pas immobile, l'araignée. Or, on vous dit elle est immobile. Donc, ça veut dire qu'il y a une deuxième force. Cette deuxième force, vous la connaissez, c'est la tension du fil. C'est-à-dire que ce fil va retenir l'araignée et va effectivement exercer une force. C'est le fil qui exerce la force sur l'araignée dans ce sens-là, opposé au poids selon la direction du fil, et qu'on va, alors ça s'appelle la tension du fil. C'est un fil sous tension. Alors, je vous fais remarquer que le fil d'araignée est un des fils les plus résistants qui existent. À diamètre identique, c'est plus résistant que l'acier. C'est pour ça qu'on utilise les fils d'araignée, du moins au début. Maintenant, on arrive à faire des fibres synthétiques, mais au départ, on avait effectivement des gilets pare-balles avec des fils d'araignée, tout simplement. On élevait des araignées et on les tressait pour faire un gilet pare-balles. Donc, ici, si j'applique le principe d'inertie, on a les forces qui se compensent. Il ne peut pas en être autrement, puisque l'araignée est immobile. Donc, si l'araignée est immobile, on est dans le cadre du principe d'inertie, et donc, on a la valeur de P qui est égale à la valeur de T, et les forces se compensent. Alors après, ce n'est qu'un petit calcul, puisque vous avez une masse qui est toute petite, bien sûr, qui est de 10 puissance 2 mg, ce qui fait donc 10 puissance 2
10 puissance moins 3 grammes. Et donc 2 10 puissance 2 10 puissance moins 6 kg. Je vous rappelle que la masse doit être exprimée en kilogrammes. Ce qui nous fait donc une masse de 2 10 puissance moins 4 kg. Si j'en déduis le poids, ça me fait donc M fois G, c'est-à-dire 2 10 puissance moins 4 fois 9,8. Ce qui fait, alors le fois, vous avez remarqué, hein, c'est un point. Et les puissances, on les met sous cette forme-là. Hein. Dans un tableur, de toute façon, vous allez être obligé de les mettre sous cette forme-là. Et ça nous fait 19,6, 10 puissance, moins 4 newtons. Évidemment, c'est une toute petite force. Hein. Et donc, si on la représente, hein, si on fait 1 cm pour 1 10 puissance moins 3, ici, on aurait donc 1,96 10 puissance moins 3. D'accord? Donc, ça nous fait presque 2 cm hein, au niveau des flèches. Hein, voilà. Donc, on s'arrête ici pour aujourd'hui et je vous souhaite bon courage puisque j'en reverrai certains à partir de jeudi. Hein. Les autres, on va continuer tout doucement. Hein. Il nous reste matière à faire au niveau de la mécanique, mais il nous reste surtout des parties expérimentales qu'on ne pourra malheureusement pas trop faire. Hein. Mais bon, on essaiera quand même de réfléchir là-dessus. Voilà, bon courage à tous hein, et bonne continuation.